Je viens de terminer Vox de Christina Dalcher. Alors autant avec ma récente critique d'Ubik de Philippe Cadic, j'ai dû tourner et retourner mon avis dans ma tête, le mûrir, le confronter à d'autres opinions. Et bien là, autant avec Vox donc, eh bien pas besoin d'y passer 107 ans. Le bandeau de Elle nous dit que c'est une terrible transposition de la Servante écarlate de nos jours. Eh bien, moi, ce que j'en dirais de ce bandeau, c'est que c'est une sacrée insulte envers la Servante écarlate et envers Margaret Atwood. Bah oui, Vox, c'est une belle idée de départ, mais elle est complètement gâchée par les explications qui se mordent la queue, par des changements de direction dans la narration et par de la caricature qui tourne à la pastiche. J'en ai presque rigolé. Allez, bah c'est parti, on en cause quand même. Parlons donc de Vox, de Christina Dalcher. Alors notons la très jolie couverture, parlante si l'on peut dire, et le sous-titre « Qu'en parler tue ». Ces deux éléments, eh bien, ils sont ce que le livre nous propose de meilleur. Le reste, malheureusement, n'est pas à la hauteur de cette vitrine. Alors pour commencer, que raconte Vox ? Eh bien, le départ de l'histoire, il est plutôt bon. On est vraiment directement plongé dans des États-Unis dystopiques où tous les êtres humains de sexe féminin portent un bracelet qui surveille le nombre de mots qu'ils prononcent. Donc chacune, enfant ou adulte, a le droit à ce petit bracelet qui va compter les mots, et chacune a le droit à prononcer 100 mots par jour, pas un de plus. Et si elle dépasse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une décharge électrique. Alors pas très forte au début, et puis évidemment de plus en plus forte, si on dépasse beaucoup. Donc c'est une véritable traduction littérale de la sentence de la couverture, qu'en parler tue. Alors franchement j'aime bien l'idée, enfin l'idée de ce roman, pas du fait qu'on interdise aux femmes de parler. Enfin, quoique, en y réfléchissant un petit peu, voilà. Bref, dans ce cadre, on va suivre une docteure en neurosciences, Jean McLellan, qui est une maman de 4 enfants, dont une fille, et qui est mariée au conseiller scientifique du président, rien que ça. Alors évidemment, elle ne va pas entendre ce changement drastique dans ses droits et dans ceux de ses contemporaines d'une très bonne oreille, et elle va prendre les choses en main. Christina Dalcher nous plonge directement dans ces USA dystopiques. Ça, franchement, c'est très bien comme je l'ai déjà évoqué. Il n'y a pas le temps de niaiser, comme disent les Québécois. On est directement muselé par ce bracelet anti-mots, comme l'héroïne, dès les premières lignes. Alors oui, sauf que ça ne va pas durer. Et vient le premier problème de ce livre qui est vraiment important à mon sens. Christina Dalcher, eh bien, elle tient à nous expliquer comment tout ça s'est passé, comment tout... En une année, pas plus, les USA sont passés de ce qu'on connaît actuellement à cet état ultra-autoritaire qui impose à toute sa population féminine le port de bracelets qui les empêche de prononcer plus de 100 mots par jour. Alors je ne sais pas si vous y croyez, dit comme ça, mais moi pas un instant, et pas plus, pas davantage, après avoir lu les explications du livre. Alors, le principe des dystopies, c'est de nous plonger dans un monde radicalement différent du nôtre, qui exacerbe des traits déjà présents dans notre monde, et de nous questionner sur l'avenir dans lequel on s'engage ou on risque de s'engager. Et ici, dans ce livre, en tentant de faire le lien entre notre monde actuel et cette dystopie, eh bien, Christina Dalcher, elle fiche tout par terre. Notre suspension d'incrédulité, elle est vraiment mise à mal à cause de cette passerelle improbable, et on a du mal à accepter la situation qui serait passée crème si elle n'avait pas cherché à la justifier. Deuxième problème, lui aussi énorme, et qui met, là encore, vraiment à mal notre suspension d'incrédulité. Eh ben oui, comment ça marche, les bracelets ? Alors non, parce que là aussi, si Christina Dalcher s'était contentée d'évoquer cette situation, de nous présenter cette situation sans s'attarder sur le fonctionnement des bracelets, ça serait passé, il n'y aurait pas eu de souci. Mais malheureusement, elle tente de nous expliquer leur fonctionnement.
Mais sans aller jusqu'au bout, bien sûr, puisque ça ne tient pas debout. Comment est-ce qu'ils se rechargent, ces bracelets? Quelle puissance ils délivrent? Parce que pour calciner un bras, ce qui arrive à un moment, il en faut déjà un peu de puissance. Hein. Et sur quoi ils se basent, les contes mots? Sur la voix, apparemment. Mais si on écoute un enregistrement de sa propre voix, ça compte ou pas? Un film de vacances qu'on aurait tourné il y a 10 ans, et une actrice, ça marche comment? Si elle s'entend à la télé, son conte mot... Bon bref, là il y a un petit souci. Il y a aussi un souci de transmission de données, parce qu'on se rend compte que les comptes mots, quand ils sont déclenchés, que sa détentrice dépasse les 100 mots, eh bien il y a des alertes qui sont envoyées et qui déclenchent éventuellement l'intervention de forces spéciales. Et donc comment ça marche, la transmission de données partout comme ça, où qu'on soit? Ok. Bref, comme pour la passerelle entre nos jours et la dystopie, qui aurait gagné à ne pas être expliquée, et bien là aussi, il n'aurait pas fallu tenter de parler de l'aspect technologique des comptes mots, mais tout simplement de les intégrer sans les questionner. À trop vouloir en faire, on se casse complètement la gueule. Et puis après, il y a des tas de problèmes de moindre dimension dans ce livre. Par exemple, Christina Dalcher répète X fois que la famille a du mal à subvenir à ses besoins. On comprend en sous-texte que le fait que l'héroïne n'ait plus le droit de travailler, empêche la famille de vivre correctement. Mais il faut se rappeler que le mari, il est quand même conseiller scientifique du président, rien que ça. Donc à mon avis, il se tape un poil plus que le SMIC, et même avec 6 membres à charge dans la famille, je pense que ça ne devrait pas trop mal se passer. Les recherches également, il va y avoir des recherches scientifiques sur la linguistique, les zones du langage, etc., qui vont être déclenchées dans un contexte bien particulier, sauf qu'il va y avoir un ultimatum. Les chercheurs vont avoir très peu de temps, très très peu de temps pour trouver. Et finalement, ils y arrivent, ça fonctionne. Alors peut-être qu'il faudrait mettre Christina Dalcher sur le problème de la recherche contre le cancer, et d'ici l'été, je pense que ça serait réglé. On pourrait ensuite passer à la fin dans le monde, et puis pour finir l'année, vers Noël, édicter des lois pour réguler les IA. Je pense que c'est jouable. Enfin bref, je vais pas énumérer tous les problèmes de moindre mesure qui pourraient à la limite passer, mais il y en a quand même une grosse accumulation, et avec les 2 gros problèmes du départ, ça fait, je trouve, beaucoup de fautes de logique. Et puis ce roman, il se veut féministe. Par contre, bordel, est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier d'histoires féministes qui soient un poil moins simplistes et caricaturales que ce qu'on voit en règle générale? Parce que là, les personnages, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre plutôt gentils ou plutôt méchants, à part représenter leur fonction et être une caricature de ce qu'ils représentent, ils ne dégagent vraiment pas une profondeur abyssale. Il faut noter que les sauveurs, finalement, ce sont des hommes. c'est pas mal comme morale dans ce contexte. Les méchants, ils sont méchants, c'est tout. Leur motivation, autant s'asseoir dessus. Et puis on se tape une romance quand même dans ce bouquin. C'est pas vraiment ce que j'attends d'une dystopie. Bon, pourquoi pas, mais elle vient quand même pas mal prendre le pas sur la trame principale. Ok. Et puis romance qui est quand même bien cliché. On a le droit à un très classique schéma d'amant italien étalon. Bravo, j'applaudis. Donc voilà, au fil des pages, l'histoire, elle tourne davantage vers une sorte de thriller romantico-scientifique. On s'éloigne quand même pas mal de la proposition originale, même si elle reste en toile de fond. Mais voilà, le côté thriller, pour moi, il tombe assez à plat, malgré ou peut-être à cause de virages plutôt invraisemblables. Un petit mot sur le style, parce que c'est quelque chose quand même qui me tient assez à cœur. Le style, il est plat, il est quelconque. Oui, ça fait 2 mots, et en plus c'est redondant. Bref, vous l'avez compris, rien à retenir du style. La fin, enfin, que je ne vais pas spoiler, mais que j'ai trouvé vraiment compliqué à comprendre. Il y a une scène d'action, et j'ai dû relire certains passages plusieurs fois pour réussir à visualiser ce qui se passait. Alors je ne sais pas si vous imaginez, mais relire une scène d'action plusieurs fois pour la comprendre, c'est à mon avis qu'il y a un petit truc qui cloche. En plus d'être brouillonne, je la trouve invraisemblable. On est dans un monde où il y a des caméras partout, tout le monde est surveillé tout le temps.
Bah, finalement, bah, ça ne semble pas si compliqué que ça de faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, on est dans une dystopie, on est censé avoir peur pour le personnage, ressentir l'oppression dont il est le sujet, l'absence de marge de manœuvre, mais là non, il n'y a rien de tout ça, il y a vraiment une liberté quasi totale qui est donnée à l'héroïne. Bref, en résumé, vous l'avez compris, ne perdez pas votre temps avec Vox. Vox, eh bien, c'est une belle idée de départ, franchement, mais qui n'est pas transformée par l'écrivaine, qui est pourtant un docteur en linguistique, elle sait parfaitement de quoi elle parle. Donc moi je vous conseillerais plutôt de relire La Servante écarlate ou de la découvrir, qui est vraiment une très bonne dystopie, elle va à l'essentiel, elle n'essaye pas d'expliquer l'inexplicable. Droit au but, comme diraient les Marseillais. Allez, bonne lecture!